La science face au racisme. Pensée classée. La transmission. La rumeur. Les manipulations. La vérité. 1984. Le masculin. La société face au racisme. Les usages de la nature. Politique de l'oubli. Émigrés, immigrés. Face au drapeau. Les langues mégalomanes. Le consensus nouvel opium. Le religieux dans le politique. Faut-il avoir peur de la démocratie? Voici quelques titres qui figuraient parmi les plus importants de la revue Le Genre Humain, qui cette année fête sa 40e année. Je vous remercie d'être venu nous écouter et d'accueillir avec nous aujourd'hui Maurice Hollaender, qui est le directeur de cette revue, qui, comme je le disais à l'instant, fête sa 40e année. Alors, Maurice Hollaender, on ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter un petit peu. Alors, vous êtes historien, éditeur au seuil de la très riche et très vive collection La librairie du XXIe siècle, et vous avez notamment publié des essais qui firent date, dont notamment Race sans histoire, Les langues du paradis, et plus proche de nous encore, Un fantôme dans la bibliothèque, et encore plus proche de nous, un recueil d'entretiens, singulier pluriel, introduit par Christine Marcandier, et qui est justement une formidable introduction à l'ensemble de vos travaux. Mais aujourd'hui, vous l'avez bien compris, ce qui nous réunit, c'est, dans le cadre du Salon de la Revue, votre travail en tant que directeur de revue, et plus particulièrement Le Genre Humain, qui fête sa 40e année. Alors, à cette liste de noms, de titres, vous vouliez peut-être ajouter, pour commencer, une liste de noms, puisque, sans grande surprise, je vais vous interroger tout d'abord sur les circonstances de la naissance de cette revue, Le Genre Humain. Dans quelles circonstances et comment est-elle née? Merci d'abord au Salon de la Revue et à ses équipes, à Diacritique, qui est partenaire aujourd'hui, Johan Farber qui nous reçoit, Christine Marcandier, Dominique Brie, qui sont aux archives, si on peut dire, qui sont en train de filmer. On me dit que Christian Rosset est là, peut-être d'autres auteurs également de Diacritique. Alors en effet, au générique que vous venez de proposer, un peu comme au théâtre ou au cinéma, mais je vais rajouter quelques noms qui sont les noms de celles et ceux qui ont fabriqué cette revue. Comité, direction, rédaction, etc. Mais avant cela, une chose étonnante dont j'ai pris conscience au moment où vous m'avez appelé, Johan Farber, pour préparer cela, c'est qu'au fond, cette revue existait avant d'exister, si on peut dire. En tout cas, ce n'est pas du tout moi qui l'ai dirigée ou qui l'ai créée. Il y avait 3 personnes à l'origine de cette revue. Ces 3 personnes, c'est Léon Poliakov, Colette Guillaumin et Albert Jacquard, qui avaient créé un groupe d'études sur le racisme, Léon Poliakov d'abord seul, et qui ensuite ont créé à la Maison des sciences de l'homme une feuille de chou, c'était rien, c'était 2-3 pages, qui se trouvent bien sûr dans les archives à Limay, dans les archives, Science et tension sociale. Science et tension sociale ont publié 2-3 numéros, des numéros, ça veut beaucoup dire, il y avait 2-3 pages, et c'est de là que la revue Le Genre Humain va naître. Alors, cette revue, quand même rappeler les noms, vous savez, les revues sont faites par des personnes, des chercheuses, des chercheurs. Il y avait dans le comité, à l'époque, Jean Bernard, François Jacob, Jacques Le Goff, Léon Poliakov, Jean-Pierre Vernant et peu après Marc Auger. La direction de la revue, c'était Nadine Fresco, Colette Guillaumin qui, à l'origine, il y a 3 noms. Colette Guillaumin, Léon Poliakov et Albert Jacquard, le généticien. Nadine Fresco, Colette Guillaumin, Albert Jacquard, Maurice Hollander, je lis que j'ai, Léon Poliakov, Alain Schnapp. Quelques années plus tard, ils ont été rejoints par Lydia Flem, par ordre alphabétique, Yves Versant, Jean-Marc Lévy-Leblond et Emmanuel Terret. Alors voilà le générique, après votre premier générique. C'est vrai qu'en reprenant les documents, enfin je dis cela puisque nous sommes enregistrés et qu'on travaille pour les archives, comme tout le monde sait, tous les détails de ce qui sera dit
ici aujourd'hui par moi, avec une mémoire quelquefois qui devient fragile après 40 ans, vous le retrouverez c'est aussi bien dans les livres que Johann Farber vient de rappeler, que bien sûr dans les très riches archives de la revue Le Genre Humain qui se trouve à l'IMEC. Je vois François Borde qui est avec nous aujourd'hui. C'est important parce que pour les chercheuses, les chercheurs de l'avenir, ou simplement pour les curieux, académiques ou pas, c'est certain que le fonds qui a été constitué à l'IMEC avec mes papiers, notamment pour la revue Le Genre Humain, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba où on trouve énormément de choses, bien plus de choses que ce dont je peux me souvenir. Mais ce que je vous disais au téléphone, puisqu'on s'est parlé encore ce matin, c'est que en lisant votre entretien dans Diacritique avec Hugo Pradel et Yannick Keravec, je me suis rendu compte qu'au fond, la revue Le Genre Humain et d'une certaine manière le salon de la revue où nous nous trouvons aujourd'hui, bien sûr entre revue également et la revue des revues, sont nés dans le même lieu, c'est-à-dire au 54 boulevard Raspail, à la Maison des Sciences de l'Homme. Dans cet entretien avec Pradel et Keravec, vous rappelez que c'est Olivier Corpet qui se passionnait de revues, et c'est des revues que vont naître les archives, qui a été l'un de ceux, alors, la généalogie ici vous la connaissez mieux que moi, qui était à l'origine même de ce salon. Puisque les souvenirs personnels sont irremplaçables, mais je crois que ce que je vais vous dire d'Olivier Corpet, toutes celles et ceux qui l'ont connu s'en souviennent certainement, c'est qu'il disait « Mon aventure a commencé dans les poubelles de la Maison des Sciences de l'Homme ». Quand je voyais ce qu'il jetait là, je disais « C'était pas possible ». Puis après, quand j'ai fréquenté des éditeurs, c'est une catastrophe. Et il en avait tiré une leçon, une philosophie pratique assez intéressante. C'est au fond, celles et ceux qui sont en action, ils ne s'occupent pas des archives. Ils agissent, c'est bon. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a beaucoup influencé et qui fait que très vite, bonjour Albert Dichy, autre sommité du mec qui arrive, c'est sans doute ça, et Olivier Corpet, qui m'a très vite influencé et qui m'a fait penser qu'il fallait non pas tout garder, mais garder les choses les plus étranges. Alors, puisqu'on parle de revue, la revue Le Genre Humain, née il y a 40 ans, on peut se dire que dans les archives à l'IMEC de la revue Le Genre Humain, il y a les témoignages d'un moment d'histoire des idées, d'un moment des histoires des tensions intellectuelles également, mais il y a aussi beaucoup d'histoires matérielles, pour ne pas dire d'histoire économique, les abonnés, tous les problèmes de sous qu'on a ou pas quand on dirige une revue. Et parmi ces documents matériels, l'histoire matérielle, il y a des choses dont je ne me rends pas compte parce que je suis pas historien des revues, moi. Si les gens s'en occupent beaucoup, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'iconographie. J'ai gardé systématiquement, depuis le numéro 1, dans les archives à l'IMEC, dans mon fond, vous trouverez toutes les couvertures de la revue, je veux dire les couvertures qui n'ont pas été retenues. Les autres, elles sont imprimées, vous les trouvez dans toutes les bibliothèques, et aujourd'hui sur Kern, et sur le site que Christine Marcandier a fabriqué, où on voit toutes les couvertures. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, comment on apprend à diriger une revue. Nous préparons le volume « La science face au racisme ». On est chez Fayard, quelqu'un voit ça, il se dit « Oh, le racisme, ça c'est mauvais », et il met des fils barbelés. Les barbelés, les concentrations, et on me fournit ça, voilà, « Science face au racisme », avec le nom des auteurs, et des fils barbelés. Et j'avais ça, à ce moment-là, et un jour je passe à la rue Jacob, où je vois Philippe Solers, qui m'avait proposé d'écrire à l'époque dans Tel Quel, je n'ai publié qu'un seul article à l'époque, et je lui montre ça. Et Solers, qui est quelqu'un de très tactile, comme vous savez, et de très spontané, il prend ça et dit oh, « ça fait mal ». Et il me dit « tu sais, si on veut vendre un livre, il ne faut pas lui mettre des barbelés en couverture ». Ça a été terminé. Je crois bien que c'est Lydia Flem qui était là à ce moment-là et qui m'a
proposé une œuvre d'art qui se trouve, alors je vous la laisse découvrir, comme ça vous irez voir quelle était la couverture du volume 1 du genre humain. Et voilà un peu le contexte de la naissance et aussi du parallèle qu'on pourrait développer, mais on ne va peut-être pas le faire, entre ce groupe de recherche sur les revues. J'ai repris ça, page 24 du volume que Corpet a publié, coécrit en partie avec Dichy, certainement dans la collection de Nathalie Léger, qui dirige aujourd'hui l'IMEC, où Corpet parle du groupe de recherche sur les revues qu'il crée dès 1985 à la Maison des sciences de l'homme, puisque, en bonne rigueur, moi, d'archéologue et de philologue, c'est en 1974 que Poliakoff crée non pas un groupe de recherche sur les revues, mais un groupe d'études d'histoire du racisme. En 1974, Poliakoff est seul, en 1979, il est rejoint par Albert Jacquard. Et c'est cette RCP, comme on disait à l'époque, on savait jamais ce que c'était, c'est une direction de la recherche coopérative sur programme du CNRS, où nous avions la chance d'obtenir très peu d'argent. Il faudrait peut-être insister aujourd'hui aussi sur le fait que pour faire une revue, on peut, et Diacritique le sait par ailleurs, en numérique, on peut beaucoup faire avec très peu d'argent. Et il faudrait peut-être valoriser ces niches financières, parce que quand on est l'IMEC, puisqu'il y a plusieurs représentants de l'IMEC ici, on a besoin, c'est une énorme institution. Mais lorsqu'on fait une revue où d'ailleurs les auteurs ne sont pas honorés généralement, je raconterai tout petit souvenir à ce propos dans un instant, c'est très peu d'argent qui aide. Et cette RCP de Léon Poliakoff, pour ce groupe de recherche sur l'étude du racisme et des racismes, était quelque chose qui a permis, avec la Maison des sciences de l'homme, la naissance de l'ancêtre, encore une fois, de la revue de genre humain, qui s'appelait Science et tension sociale. Et pour une autre anecdote amusante, c'était, je crois, Nadine Fresco qui disait toujours, on ne peut pas garder ce titre-là, parce que comment est-ce qu'on dira, elle rêvait toujours d'avenir, et que qui dira, j'aimerais acheter Science et tension sociale, enfin bref, ça n'allait pas. Et il se fait que c'est Claude Durand, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, chez Fayard, qui a proposé, si je ne me trompe pas, si je me trompe, d'autres rectifieront, qui a proposé le titre Le genre humain. Un seul souvenir, puisque ce sont des choses qui ne traînent pas dans les livres d'histoire, qui doit être un de mes plus vieux souvenirs éditoriaux à Paris. Je venais d'arriver et j'étais assez proche à cette époque-là de Christian Bourgoin. Et un jour, à la rue Garancière, dans son bureau, je le vois avec un crayon compter des signes sur une page. Je lui dis, mais tu fais quoi? Ah, il me dit, je compte les signes de 2 pages de Roland Barthes pour un colloque de Cerisy qui va paraître en 10-18, et je crois bien qu'il va recevoir 15 francs. C'est des francs à l'époque, peu importe, c'était une somme minime. Bon, on était en 76, 77, longtemps, je ne pensais pas du tout à une revue. Le jour où la revue Le Genre Humain a été créée, j'ai proposé au comité, aux membres, j'ai donné tous les noms il y a un instant, je leur ai dit, voilà, cette revue sera principalement écrite par des chercheuses, des chercheurs, des académiques qui ont tous un salaire, voire par des journalistes qui sont des salariés des journaux. Nous n'allons honorer modestement, mais nous trouverons de l'argent pour payer uniquement celles et ceux qui vivent de leur plume, c'est-à-dire qui travaillent, qui écrivent et qui n'ont pas d'autres revenus. C'est-à-dire, pour nous, vous pouvez en reprendre la liste que j'ai souvent donnée, y compris dans Singulier Pluriel, mon dernier livre, tous les poètes et les écrivains. Et certainement que le premier qui a reçu un chèque, parce qu'il a été le premier écrivain, si je ne me trompe pas, à écrire dans la revue Le Genre Humain, très tôt, dès sa naissance, dans le numéro 2, c'est Georges Perec. Ça, c'est pour l'anecdote Christian Bourgoin.
Et puisqu'on en est à parler des circonstances et de la création, tout à l'heure j'ai évoqué les titres très très forts qui résonnent encore aujourd'hui, qui ont 40 ans, mais on voit bien que des titres tels que La société face au racisme dont on parlait à l'instant, Faut-il avoir peur de la démocratie, La science face au racisme, La rumeur, Les manipulations, que j'évoquais tout à l'heure, ou Face au drapeau. En fait, je voudrais vous parler du choix des thématiques, des questions qui sont abordées, puisque pour la présentation du premier numéro, vous disiez que le genre humain serait une somme d'études documentées, et avec cette formule formidable, sur ces matières inflammables que sont les grands débats d'actualité entre science et société. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulaient les réunions de rédaction, comment ça se passait, et comment les sujets étaient décidés en fonction de leur caractère, on va dire, inflammable? Je vous écoute avec beaucoup, et je me dis, est-ce que je vais me souvenir de comment les sujets sont nés? Disons qu'en tout cas, je parlais de choses que je peux affirmer d'une manière documentaire dans ma petite tête aujourd'hui, c'est que c'est certain qu'avant de lancer une revue, et nous étions en contact avec Fayard à cette époque-là, mais ils vous disent directement, avant de commencer, parce qu'on ne lance pas une revue, et après le numéro 2, vous nous donnez les 6 premiers titres, ou les 4 premiers, je ne sais plus. Et donc c'est certain qu'on a dû carburer pendant un an avec Schnapp, Poliakov, Albert Jacquard, Colette Guillaumin et Fresco. Nadine Fresco, c'était les premiers membres du comité sur les premiers titres. D'une manière plus précise, dont je peux très bien me souvenir, pour dire qu'il y a aussi, dans toute revue, j'imagine, en tout cas c'était le cas ici, des passagers clandestins qui ne font pas partie d'aucun comité, mais qui peuvent jouer un rôle capital et capital même dans la longue durée. Alors ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. On n'engage pas Nadine Fresco et les autres, encore que ils étaient ravis de ce projet. C'est que quand on fabriquait le numéro intitulé « Pensée classée », pour nous, Pensée classée, c'était Lévi-Strauss. À cette époque-là, 1980, sans doute au cours d'une de mes nombreuses rencontres avec un ami, déjà ancien à l'époque, Claude Royer-Journoux, poète, qui fait aussi de merveilleuses gouaches, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu fous ?» Alors, je lui dis « On prépare une revue, avec etc., à la Maison des sciences de l'homme. » Il dit « Et qu'est-ce que vous allez faire ? La science face au racisme, pensée classée, la transmission. » Il me dit « Ah bon ? Pardon, je vais dire les choses simplement. Hein. Moi, dans ce livre auquel vous avez fait allusion, qui raconte la volonté d'un enfant analphabète, à cette époque-là, je connaissais encore moins de choses qu'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, j'en sais très peu, mais je connais très peu de choses. Et donc, il me dit, écoute, pour penser classé, il faut que tu ailles voir Georges Perec. Je lui dis, Georges, j'avais pas lu Perec, je ne le connaissais pas. Comme ça, ma formation était celle d'un archéologue et d'un philologue de l'ancien. Je dis, écoute, je te fais entièrement confiance. Il me donne le numéro de téléphone et l'adresse à la rue Linné de Perec. Je l'appelle et je vais voir Perec. Et je raconte ça parce que ça me paraît une histoire paradigmatique qui à la fois va traverser toute l'histoire de la revue Le Genre humain, et puis disiez aussi pour ce qui est des liens entre cette revue et la librairie du XXIe siècle au Seuil, ça a joué un rôle également. Je vais voir Perec. Je lui dis, enfin, avant d'aller le voir, je l'avais lu quand même, je comprends que c'est un auteur important, et je lui dis, voilà, on crée une revue qui va lutter non pas contre l'antisémitisme, mais qui va lutter et réfléchir à toutes les formes de racisme et d'exclusion, d'hiérarchisation sociale, et nous allons faire un numéro sur pensée classée, etc. Et il me dit, oui, d'accord, j'accepte. J'étais très heureux qu'il accepte. Je vous dirai aussi, il se trouve à l'IMEC, l'unique lettre, ou à peu près, quelques-unes d'autres, que j'ai reçues de Perec, c'était pour me dire qu'il ne faisait pas l'article, parce qu'il avait pris du retard. Et il faut savoir que quand on dirige une revue, il faut être très rusé. Je donne toujours des fausses dates. Et donc je lui ai dit, vous inquiétez pas, nous aussi on a pris du retard. Et donc son texte est arrivé. Je vais, avec Lydia Flem, qui m'accompagne à l'époque, déjà, nous allons chercher à la rue Linné le texte, on arrive et il me tend un texte qui s'appelle Pensée classée. Je lui dis, écoutez, il n'y aura aucun problème, je serais ravi de vous lire, j'avais encore rien lu, juste il faudra changer le titre.
Et il me dit pourquoi? Je dis mais parce que Pensée classée c'est mon titre, c'est le titre de la revue, c'est notre titre, et dans la science face au racisme, ou dans la transmission plus tard, on ne va pas faire un numéro qui s'appelle la science face au racisme avec le titre d'un article qui est la science face au racisme. Donc on ne peut pas faire Pensée classée avec un titre qui s'appelle Pensée classée. Ah, il me dit, ah mais vous n'avez pas bien lu, il y a une barre oblique et des guillemets. C'était réglé. Ce texte est lié à quelque chose, je dirais, quand même de très triste. Il se fait que ce texte aura été le dernier texte que Georges Perec ait vu paraître de son vivant. Il a corrigé les épreuves, il a reçu le volume, puisque j'ai eu Perec au téléphone au moment où il a reçu le volume. Il devait même venir une quinzaine de jours après à la soirée à Beaubourg que nous organisions, avec lui, Jean Pouillon, Poliakov, etc. Et il est mort très peu de jours avant cette soirée à Beaubourg. Mais je m'arrête de raconter ça, puisqu'il y a 2 chapitres faits avec Maxime Decoux et Claude Burgelin en conversation, dans ce livre que Christine Marcandier a fabriqué, qui s'appelle Singulier pluriel, qui s'appelle Dans l'atelier posthume de Perec, où je raconte tout ça en détail, pour ne pas remplir le temps aujourd'hui. Mais c'est certain que ce volume-là est devenu un volume paradigmatique également en raison de l'histoire plus tard du livre, du recueil de Georges Perec, qui a emprunté le même titre, Pensée classée. Alors comment les volumes venaient à naître? Il y a eu je peux prendre, si vous voulez, deux exemples très différents, qui nous rapprocheront aussi de l'actualité. Un des volumes, par exemple, je me souviens d'une conversation, on s'est dit, il faut aussi qu'on parle de sexe, de genre, voilà. Donc on va faire un volume masculin-féminin. Je dis, ça, il y en a beaucoup. Ah, féminin, ah ben ça, et à ce moment-là, je ne sais plus lequel d'entre nous, il faut voir que je fais une parenthèse, j'avais publié à Beaubourg, autant citer beaucoup de revues aujourd'hui, dans la grande revue à l'époque, très à la mode de Beaubourg, qui s'appelait Traverse, dirigée par Huguette Lebotte, créée aussi avec Baudrillard, de Certeau, Virilio et d'autres. Il m'avait demandé un texte sur un dieu auquel j'avais consacré ma première thèse, le dieu Priape. Et en 77-78, c'est-à-dire pas mal d'années avant MeToo, j'ai écrit un texte qui s'appelle Le phallocrate impotent, pour montrer que les phallocrates, généralement, ce sont des impotents, et c'était le dieu Priape que je traitais de phallocrate impotent. Donc j'avais pas mal réfléchi au masculin, néanmoins je ne suis pas du tout sûr que ce soit mon idée, en tout cas c'est Nadine Fresco qui a fait l'ouverture du volume, ça à ma demande, je me souviens, je trouvais bien que ce soit un auteur féminin qui écrive l'ouverture du volume. Mais pour vous répondre précisément, on s'est dit on va faire un numéro sur le masculin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est adressé à des auteurs femmes, elles ont dit attendez, on a tellement à dire qu'on va peut-être pas se lancer. Et les auteurs masculins, quand on leur a dit qu'on faisait un numéro qui s'appelle le masculin, ils ont dit mais on n'a rien à dire. Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que prenez en bibliothèque, j'en rêve toujours, à l'IMEC, ça se trouve certainement, excellente maison, l'IMEC, comme vous savez, vous prenez tous les volumes du genre humain, je ne crois pas me tromper en vous disant que le numéro 10, le masculin, doit être le plus maigre de tous. On n'a pas réussi à le faire. Je me souviens, alors là c'est le rôle de l'éditeur, qu'à la fin il n'y avait presque rien. Quelqu'un a dû me dire, il y a un vieux texte que Roland Barthes a dédié à Lévi-Strauss sur le neutre, dont le neutre c'est pas le mal. On a réédité, avec bien sûr l'accord à l'époque, voilà, on a réédité le texte de Roland Barthes. C'est un volume qui n'existe presque pas, magnifiquement présenté par Nadine Fresco. Ça c'est pour le masculin. Un volume qui permet aussi de parler de ce que sont les revues et de leur visibilité, voire de la réception des articles de revues. Il y a ce numéro qui a été publié en octobre 1988, qui s'appelle Politique de l'oubli. Alors, Politique de l'oubli, c'est un volume qui est né d'un autre passager clandestin, enfin,
Claude Royer-Journoux n'est pas l'inventeur de pensée classée, mais quand même de l'article, si on peut dire, il m'a soufflé de poser la question à Pérec. Politique de l'oubli, comme c'est écrit en page 1 du volume, la rédaction remercie chaleureusement Nicole Laureau qui a eu l'idée de ce volume et a participé à tous les instants de sa réalisation. C'est-à-dire que c'est Nicole Laureau, la spécialiste de l'oubli dans l'Antiquité, qui nous a dit, qui m'avait dit, Maurice, il faut que tu fasses, faut faire un numéro sur les politiques, sur l'oubli, sur la politique de l'oubli, etc. Je me souviens bien même que c'est elle qui avait, il faut vérifier, à Beaubourg, il devait y avoir à l'époque une grande exposition Twombly, et c'est elle qui a choisi aussi la couverture. Et puis, Nadine Fresco, membre de la rédaction, qui était très active, elle avait pensé faire un article sur ce qui est célébré aujourd'hui, si on peut dire, sur le 17 octobre 61. Et puis, suite à un hasard et de quiproquo presque, que je vous laisse découvrir sur sa page de Facebook, puisqu'elle m'a envoyé ça l'autre jour, le 14 octobre 2021, elle a fait un texte, Nadine Fresco, sur la page de Facebook, où elle raconte comment elle, Nadine Fresco, est entrée en contact avec Jean-Luc Einaudi, et qu'elle s'est dit, en l'entendant au téléphone, il fera ça mieux que moi. Et l'article d'Einaudi, qui s'appelle Un jour d'octobre à Paris, dans le volume politique de l'oubli, a été publié. Je vous dirais qu'il y a 2 documents aujourd'hui qui parlent de la présence d'Einaudi dans cette revue, et ensuite du livre qui est passé aussi au seuil par le biais de Nadine Fresco. C'est qu'Olivier Détourné, dans ses mémoires, raconte comment, en contact avec Nadine Fresco, avec la revue, etc., il demande à Einaudi le livre en question. Et je vous dirais que quand j'ai cherché à voir qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'on en parle, enfin, quand nous en avions parlé au mois d'août, je vous ai dit directement, le 17 octobre, je vais parler de politique de l'oubli, ça va de soi. Heureux de voir aujourd'hui que tout le monde en parle, et pas seulement nous ici. Mais c'est vrai que quand je me suis demandé, je ne sais pas si vous y avez jamais pensé, qu'est-ce qu'il y a eu avant Einaudi? Tout le monde parle, et c'est formidable. Enfin, tout le monde parle, personne ne parle de la revue Genre Humain pour cela. Mais ça, c'est le destin des revues, c'est pas grave. J'ai même vérifié cette nuit, travaillé pour vous, sur Wikipédia, il n'y a pas l'article de 1988. Mais ça fait partie de l'histoire de réception. Mais si on voulait savoir d'une manière commode, parce que je me suis dit où est-ce que je vais trouver ça, mais je n'ai pas beaucoup cherché, j'avais trouvé au mois d'août, au moment où Plenel a fait un texte qui s'appelle Une passion décoloniale, qui est en ouverture du livre de Fabrice Riceputi, c'est comme ça qu'on dit Riceputi, voilà, ici on noya les Algériens, et Plenel rappelle que dès le mois de novembre 61, François Maspero, c'est un nom qu'on veut prononcer ici pour toutes les revues qu'il a soutenues, aussi parce qu'on le retrouve dans la librairie du XXIe siècle, quelqu'un qui a compté pour nous tous, mais Maspero publie quelques semaines au fond après un volume, ou en tout cas une brochure, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas regardé, de Paulette Péju et de Marcel Péju, son compagnon, qui a été immédiatement saisi. Donc il n'a pas eu d'existence, qui a été réimprimé plus tard. Et puis bon, je vous laisse découvrir chez Plenel, il donne un peu toute la liste, y compris d'ailleurs un livre de Michel Lévin, chez Ramsay, Les ratonnades d'octobre, qui a été également principalement oublié. Et c'est le livre, bien sûr, dont tout le monde parle aujourd'hui, d'Einaudi, qui a joué un rôle très très important jusqu'aujourd'hui. Enfin, j'ai pris, il pourrait y avoir... Oui, il pourrait y avoir beaucoup de numéros, parce qu'effectivement, comme on le disait en ouverture de l'entretien, effectivement, les questions qui sont abordées depuis 40 ans par le genre humain sont des questions qui
malheureusement, sont toujours d'actualité. Et je voudrais un peu élargir parler des numéros. Vous avez évoqué politique de l'oubli, et j'avais envie de vous poser une question. Donc on parlait à l'instant de la recherche des sujets, et de manière générale, ce qui frappe à la lecture des sommaires, à la lecture des articles, c'est que la revue, en tout cas le genre humain, peut être considéré comme un laboratoire. On peut considérer peut-être l'élaboration d'une revue comme d'un laboratoire, un laboratoire d'idées, aussi un laboratoire de forme, puisque Pérec, c'est quand même une forme particulière, pensée classée, c'est-à-dire un laboratoire formel, un laboratoire théorique. Et j'ai été frappé en préparant cet entretien, et vous m'avez guidé sur cette question, notamment par des numéros très novateurs, très étonnants dans les années 90 du genre humain, qui comportaient des analyses qui n'étaient pas faites par des historiens, mais qui étaient des numéros qui étaient tenus par des juristes, comme si, à côté de la lignée, on va dire, sociologique et historique de la revue, on pouvait tracer une lignée juridique ou des questions, comme par exemple juger en Algérie, et sur les questions antisémites, devaient être examinées à un moment ou à un autre par la question du droit. Alors, est-ce que la revue, pour vous, a toujours été, dès le départ, un laboratoire, ou si c'est une question qui s'est affirmée et confirmée dans le temps? Je pense qu'on trouve, ce texte est très court, les périls de l'évidence, dans l'ouverture du premier texte que j'avais signé. Il doit y avoir un paragraphe qui dit que cette revue de sciences humaines, et aussi, comme on le disait à l'époque, de sciences strictes, pour ne pas dire de sciences naturelles, réserverait toujours un espace à ceux qui sont le laboratoire même de nos sociétés, je peux utiliser le mot laboratoire, que sont les poètes et les écrivains. Et j'annonce dès le numéro 1, je savais qu'il y aurait un texte de Pérec et des autres, qu'il y aura toujours, disons, ceux qu'on considère comme des artistes du côté des universitaires, c'est-à-dire des gens pas sérieux, qui seront là dans cette revue qui avait son siège à la Maison des Sciences de l'Homme, une revue, il faut le rappeler, à l'origine de la Maison des Sciences de l'Homme, de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS, où les poètes et les écrivains... Donc, l'aspect, si vous voulez, il faudrait presque dire, à l'excès interdisciplinaire, puisqu'allant au-delà de l'interdisciplinarité habituelle, était inscrite, en effet, dans le programme même de la revue. Ce que vous dites pour les juristes, c'est très important. Vous savez, c'est anecdote pour anecdote. Comme un grand nombre d'entre vous, je lisais Le Monde déjà à l'époque, tous les jours, et un jour, en page 1 du Monde, je vois qu'il y a un colloque sur la justice sous Vichy, colloque qui s'est tenu où? À l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. J'espère de voir ce que c'est. Je comprends que c'est la fabrique des juges de France qui s'occupe de la justice sous Vichy. Immédiatement, j'appelle au journal, je trouve les responsables du colloque et je leur dis: est-ce que vous avez un éditeur pour votre colloque? Ils me disent non. Très bien. C'est devenu jugé sous Vichy. Et très vite après, avec Dominique Gros, on a fait le droit antisémite de Vichy. Et en effet, vous avez raison, le volume d'après, c'est directement jugé en Algérie, 1944-1962. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne la justice sous Vichy, je ne pense pas me tromper si je dis que jugé sous Vichy, le colloque de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, très vite suivi par les 600 pages du droit antisémite de Vichy, sont en France les premiers volumes où des magistrats, des juristes écrivent à propos, si on peut dire, de leur père et de leur père, de leurs collègues et de leurs parents juges et de la justice sous Vichy. Paxton est un historien. Paxton était publié avant. Et donc, en effet, cette piste juridique, elle se retrouvera plus tard, notamment grâce à Dominique Gros, avec un volume sur la pauvreté. Il y a eu bien sûr le volume de Barbara Cassin aussi, Vérité, Réconciliation, Réparation. En effet, ça nous paraissait intéressant de faire le va-et-vient entre un domaine
qui est présent bien sûr dans les sciences sociales et les sciences humaines, qui est celui du droit, mais d'une manière souvent très latérale. Peut-être un petit mot, puisqu'on a parlé du texte d'Einaudi dans la revue Le Genre Humain, dont la réception n'a pas existé, en tout cas dans la longue durée, mais c'est heureux, je dirais, puisqu'elle a été recouverte par son très beau livre qui avait été publié. On peut dire que de la même manière, dans une revue comme la revue Poésie, que vous connaissez, qui a été créée par Michel Deguy, une revue où Michel Deguy est épaulé par Martin Rueff, Claude Bouchard, Eddie Cadour et Laurent Génie. Il faut toujours dire les noms pour les revues, parce que les revues sont faites par des femmes et des hommes qui travaillent, souvent d'une manière plus que bénévole, mais souvent jour et nuit pour le faire. Eh bien, quand ils ont publié, vous le savez, la revue Poésie avait publié une dame dont peu de gens avaient entendu parler, son nom Louise Gluck. C'était l'Iris sauvage. Et Louise Gluck a eu le prix Nobel, avant le prix Nobel de cette année de Abdul Razak Bourna, c'était l'année dernière, Louise Gluck. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est pour moi, mais parce que je suis un casse-pied des archives et des notes en bas de page, on est très étonné de voir que l'annonce en grande pompe de Gallimard ou d'autres éditeurs, c'est pas Gallimard, excellente maison, mais qui annonce la publication des livres du prix Nobel, les gens, à la radio, j'ai entendu, comme vous, au moment de ce prix Nobel, ils ont dit elle n'a jamais été traduite en français, sauf, je cite là un document de Gallimard, sauf dans des revues littéraires spécialisées. Poésie, alors on ne sait pas si la revue littéraire spécialisée, est-ce qu'on est dans de l'interdit, de l'obscène, enfin, peu importe, Michel Deguy doit être très... Mais ça veut dire que, quelle est la honte à dire le nom d'une publication? J'ai jamais compris ça. Sans parler des radios, même les excellentes radios qui vous disent on ne peut pas faire de publicité pour tel livre. Je dis mais attendez, la publicité, de quoi vous parlez? Vous connaissez les chiffres de vente? Enfin voilà, ça c'est pour dire le rapport aussi, puisqu'un jour vous me demandiez au téléphone, puisque je vois pour la première fois aujourd'hui les liens entre une revue et les publications de livres. Mais outre le fait que beaucoup de revues scientifiques, ça vous le savez, les Annales, l'Homme, cahiers d'études, les études africaines, etc., avaient leurs propres livres sous la forme de cahiers, les cahiers de l'Homme, les cahiers des Annales, etc. Si vous prenez quelque chose dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, comme les éditions du Sous-sol, qui viennent de fêter leurs 10 ans, si je ne me trompe pas, les éditions du Sous-sol, c'est né d'une revue qui s'appelait Feuilleton, qui est devenue ensuite, Adrien Bosc l'ayant créé, une collection feuilleton fiction, et donc le lien entre une revue et des livres est quelque chose d'assez connu. Il y a aussi Michel Deguy, puisqu'on parlait de poésie. Voilà, j'ai fait cet aller-retour. Oui, mais ça m'invite à parler avec vous de la librairie du XXIe siècle. Alors, ça va être une question extrêmement simple. Quelle est la différence, selon vous, entre diriger une revue comme Le Genre Humain et diriger la librairie du XXIe siècle? Alors, on a parlé d'une certaine porosité entre le travail entre une revue et une collection, mais concrètement, matériellement, quelle est la différence entre constituer un sommaire de revue et puis élaborer année après année un catalogue d'une collection? Quelles sont les différences matérielles, et peut-être qu'ils n'existent pas, ou intellectuelles, peut-être encore moins? La première différence, je vais parler de mon modeste parcours, c'est plus simple. La première différence, c'est que d'une part, il y a une aventure collective, au départ en tout cas, la revue Le Genre Humain, et encore une fois, la revue Le Genre Humain, à l'origine, puisque j'en suis le directeur depuis le numéro 1, c'est pas moi, c'est Léon Poliakov, Colette Guillaumin, Albert Jacquard, c'est Sciences et Tensions sociales. Sur quoi j'arrive, je propose qui est Schnapp, Poliakov a proposé qui est Nadine Fresco. Le lien le plus fort pour la mémoire de cette revue et le plus singulier existait certainement entre Léon Poliakov et Colette Guillaumin.
Colette Guillaumin, l'énorme sociologue des classifications raciales, voilà, c'était une femme d'exception. Il y aurait beaucoup à dire d'elle. Il y a eu plusieurs colloques qui lui ont été consacrés l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 ans. Et donc, le travail d'une revue, il y a deux choses qui me viennent comme ça. Après, d'une part, c'est un travail collectif. Et d'autre part, mais là, salon de la revue ici, s'il y avait une table ronde avec beaucoup de directeurs ou de responsables de revue, ils pourraient infirmer ou confirmer ce que je dis. Il me semble que les revues sont plus libres de faire ce qu'elles veulent que les collections. Parce que ce sont des niches qui, d'un point de vue financier, sont quasi inexistantes. Elles font généralement perdre de l'argent à un éditeur qui accepte de le perdre parce qu'il a d'autres avantages, que ce soit de l'image ou un apport d'auteur pour lui. Et donc, la liberté avec laquelle on choisit de faire des choses dans une revue me paraît plus grande que dans une collection. Parce qu'une collection, après tout, la revue Le Jean Romain, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu aucun contrat avec aucun auteur, puisque j'avais décidé d'emblée, quand je dis j'avais dit, on avait ensemble décidé d'emblée que les auteurs resteraient propriétaires à 100% de leur texte. Je donne un exemple pratique, puisque là, maintenant, elle est au seuil. Si un éditeur étranger écrit pour dire « on aimerait traduire tel texte publié dans tel numéro de la revue », par exemple, dans le dernier numéro sur la radicalisation, très, très important numéro fait par Fethi Benslama, si quelqu'un veut traduire un texte, le service des droits étrangers du seuil envoie la demande à l'auteur qui traite directement avec l'éditeur étranger. Ça n'appartient pas au seuil. Chose importante. Et, bon, une collection, elle est soumise au PDG directement d'une maison d'édition. Lorsqu'il m'arrivait dans le temps de parler avec Pontalis, Pierre Nora, d'autres, qui ont eu beaucoup de liberté chez Gallimard, c'est pas eux, pas plus que moi, pour la librairie du XXIe siècle, qui signent des contrats. Et donc, c'est une grande... Il y a d'une part le collectif et l'individuel, et il y a d'autre part, comme je viens de l'évoquer, l'aspect économique. L'économie d'une collection n'est pas la même que celle d'une revue. Je ne sais pas si j'ai réussi. Et on parlait tout à l'heure du dernier texte publié de son vivant de Pérec, et je crois qu'il y a aussi un texte de Derrida qu'avait publié le Genre humain, un des derniers textes publiés, et de manière générale, comment s'opère entre la collection et la revue le passage d'un article à la publication d'un volume dans la librairie du XXIe siècle, pour clore un peu cet espace d'interrogation qu'on a entre la revue et la collection. Comment ça vient? Est-ce que c'est par affinité ou est-ce que c'est parce que vous allez demander à l'auteur de développer l'objet qu'il a pu évoquer dans son article, ou ça se passe pas du tout comme ça? Je pose des questions, vous voyez, très très sciemment naïves. Non, mais vous posez des bonnes questions et mes réponses seront moins bonnes, parce que sur les sommaires, ça fait des centaines et des centaines d'auteurs, les 40 ans de la revue Le Genre humain, telle quelle, je mettrai Pérec séparément, puisque ce sont des ouvrages posthumes, quinzaine bientôt d'ouvrages posthumes que j'ai publiés de Pérec dans la librairie du XXIe siècle. Mis à part Pérec, je n'ai aucun, et puis c'est particulier parce que ce n'est pas l'auteur, puisqu'il n'était plus là, ce sont ses ayants droit, je n'ai pas le souvenir précis d'un article qui serait devenu, ou d'un auteur d'article à qui j'aurais proposé de faire un livre dans la collection lié à cet article. Ça a plutôt été par la suite l'inverse. Des auteurs comme Michel Pastoureau, avec qui je travaillais pour des livres, que j'ai dit tiens, on fait ceci et cela dans la revue Le Genre humain, est-ce que vous acceptez? C'est plutôt dans l'autre sens. Donc, mais c'est peut-être que, enfin, il doit certainement y avoir, il peut y avoir des cas
prenez le cas de Jean-Luc Einaudi. Eh bien, Jean-Luc Einaudi, en 88, il publie ce texte en politique de l'oubli à la demande de Nadine Fresco, et c'est ensuite Nadine Fresco qui en parle à Bétourné, et ça n'a pas été publié du tout dans ma collection qui allait naître pourtant au Seuil en 89. Donc il n'y a pas cette... Par contre, il y a... Oui, c'est pour ça que je dis l'histoire des revues, d'ailleurs comme l'histoire des collections, sont des histoires d'affinité lective avec des auteurs. Donc ça va de soi que des auteurs avec qui j'ai pu travailler pour la librairie du XXIe siècle, le texte du XXe siècle avant chez Hachette, j'ai pu leur demander des textes, puisqu'on parlait du Royer Journoux, surtout des poètes, voilà. Mais dans ma mémoire, ce lien direct avec, en outre, si vous voulez, puisqu'on est là et qu'on parle assez librement, filmé par Diacritique pour l'avenir, pour moi, alors ça je parle pour moi, je ne peux pas parler bien sûr pour les membres de la rédaction de la revue, pour moi il y avait une grande séparation toujours entre, je dirais, mes impulsions, mes pulsions, voire mes inspirations éditoriales pour des livres et la revue. La revue, c'était l'espace de l'actualité, l'espace du politique investi en tant que tel, alors que la collection, d'une manière sans doute un peu présomptueuse, rêvait de publier des livres qui ne soient pas marqués par la date de leur publication. Je dis toujours assez violemment, je suis assez violent, j'aimerais qu'on le sache à l'égard des éditeurs, des patrons d'édition, je leur dis, vous parlez toujours du fond, mais si vraiment vous vouliez gagner de l'argent avec le fond, vous feriez autrement. Prenez n'importe quel des titres, même que j'ai publié chez Hachette, La mort dans les yeux de Jean-Pierre Verdun. On le met sur une table aujourd'hui, ça se voit comme du nouveau, etc. C'est-à-dire la course au nouveau par rapport au livre est quelque chose qui m'a toujours paru étrange. Donc, voilà pour ce qui est... Donc, le politique dans la revue est plutôt le travail de longue durée dans la collection. Alors, vous me direz, surtout à quelques semaines de la sortie en novembre, maintenant en 2021, du tome 2 de Ta'ayouch, le combat pour la paix Israël-Palestine, de David Schulman, vous me direz, mais ça fout quoi ça alors dans la librairie du XXIe siècle? Eh bien, ma réponse, elle est dans la préface que j'ai écrite pour Schulman, dans ce volume de novembre. Non, c'est pas encore pour nous. À savoir que David Schulman, qui est un indianiste dont j'ai publié un livre d'indianisme avec Subramanian et un autre collègue indien, Schulman est un grand poète, c'est d'abord un écrivain, et que c'est en effet son combat quotidien de militant pour la cause, pour l'entente aussi, et pour une forme de coopération entre Israël et la Palestine que je publie. Mais si vous prenez ces très beaux livres, qui sont particulièrement peu clivants, je vous dire que ce qui est clivant, ça marche très bien. Donc, tandis que ce qui ne l'est pas, on n'entend pas parler. Ta'ayouch 1, quand c'est sorti 0 dans la presse, Ta'ayouch 2 en novembre, on verra, qui est un volume fait grâce à l'aide, partenariat cette fois-ci de Mediapart, sans quoi on n'y serait pas arrivé, parce que la traduction ça coûte cher, se trouve, volume de Schulman, dans la collection, parce que c'est l'œuvre d'un poète qui en effet raconte ce que c'est pour lui le politique au quotidien. Mais c'est explicitement lié à l'actualité, l'unique exemple sur les quelques 250 titres de la collection. Je peux vous répondre. Oui, donc la matière inflammable est réservée, alors excusez-moi de revenir sur cette expression que je trouve formidable, la matière inflammable est donc réservée à la revue. Alors je préciserai, la matière inflammable en direct à la revue et la matière inflammable de longue durée, elle est dans la collection, que ce soit notamment même les livres d'Annie Fresco ou tant d'autres dans la collection. Alors, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, mais
On a parlé depuis le début effectivement des juristes, de gens venus d'horizons différents petit à petit dans la revue, et finalement d'une revue qui procède, une des premières, une des plus fortes, qui procède par interdisciplinarité. Est-ce que, alors là je vais volontiers être provocateur, est-ce que finalement, 40 ans après, on ne peut pas parler dans cette question de la pluridisciplinarité et de la résonance dans la recherche que cette pluridisciplinarité peut avoir, est-ce qu'on ne peut pas parler finalement de l'histoire d'un échec? Est-ce que le genre humain pour vous, c'est une réussite ou un échec dans cette perspective? Alors, j'ai envie de répondre en faisant quelques détours amusants. Le premier, je précise que je n'ai d'autres religions que celle d'être là au quotidien le temps qu'on est là. Il faut préciser ça pour dire que le premier exemple de l'échec que vous venez de signaler, c'est bien sûr dans la Genèse, dans la Bible. Vous vous souvenez qu'après le déluge, ce Dieu, en tout cas en hébreu, et puis suivant les traductions, il s'engage par l'arc-en-ciel à faire une alliance avec l'être humain, et il dit il ne va plus jamais détruire l'humanité. Mais il dit pourquoi? Il dit parce que c'est un échec. Parce que ces gens-là, à savoir le genre humain, il est, alors c'est très compliqué la traduction, j'y ai pas mal travaillé, j'ai fait des séminaires là-dessus à un moment, parce que l'être humain soit est mauvais dans son cœur, ou est mauvais dans son cœur depuis son enfance, ou déjà l'enfant de l'humain est mauvais dans son cœur. Bref, ce Dieu-là, il se dit, c'est plus la peine d'essayer de l'améliorer. Et quand je ne veux plus l'améliorer, c'est pas la peine de le détruire. Donc il le détruit. Premier échec. Je vous dirais d'une manière plus... Je ne peux pas affirmer ce que je vais dire. Je n'ai pas étudié, je n'ai fait aucune enquête sur le statut de l'interdisciplinarité à l'université et dans la recherche, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Mais ce qu'il me semble, dans la pratique quotidienne, c'est que lorsque je publiais un volume sur la vérité, et qu'il y avait à la fois des poètes, le professeur Lichnerowitz, qui avait la chaire de mathématiques, si je ne me trompe pas, au Collège de France à l'époque et tout, ça fonctionnait absolument pas. Alors j'en ai tiré comme conclusion certainement hâtive, et j'espère me tromper, que dans des projets, quels qu'ils soient, de mettre le mot interdisciplinarité, c'est tout bon. Surtout quand on demande plein d'argent, on dit qu'on est interdisciplinaire. Mais si vous pratiquez l'interdisciplinarité, c'est suicidaire. Et d'une certaine manière, pardon pour tous les éditeurs qui m'ont soutenu, d'abord Hachette et Le Seuil maintenant, même dans une collection, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les libraires jamais n'ont mis tous les titres de cette collection ensemble. Parce qu'il y a de l'histoire, parce qu'il y a les œuvres poétiques de Paul Celan, en bilingue, parce qu'il y a, grâce au partenariat avec la Maison de l'Amérique latine et François Vitrani, de la poésie latino-américaine, avec des poèmes de Morabito qui vont paraître en novembre prochain, dans quelques semaines. Ça ne fonctionne pas. Alors que l'être humain, nous tous, nous sommes interdisciplinaires. Du matin jusqu'au soir, on doit manger, on doit dormir, faire tout le reste qu'on raconte pas, etc. On est l'interdisciplinarité même. Lorsqu'on veut se penser interdisciplinaritaire, lorsqu'on veut à la fois qu'il y ait de l'art et du savoir, c'est très, très, très... Il faut en effet... L'être humain aime beaucoup les cases et les classifications. Et plus elles sont schématiques, plus elles sont simplistes. No comment. Donc on va repartir de cet échec pour revenir un petit peu, si vous voulez bien, à la manière dont le genre humain questionne la science. Ce qui caractérise de manière générale le genre humain, si on peut tirer un fil rouge de toutes les livraisons, c'est le rapport de lucidité critique, comme vous le disiez dans le premier numéro, auquel vous vous êtes attaché d'emblée, et finalement l'articulation, si je ne me trompe pas, dans le premier numéro, vous pointez ce que vous appelez un racisme intelligent,
entre guillemets, c'est-à-dire finalement un peu ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire une manière finalement de prendre les armes de la science pour mener d'autres combats que ceux de la science et la création finalement, on pourrait dire, hein, c'est ce qu'on disait l'autre jour au téléphone, de la science comme mythe et du mythe comme science, et cette interaction-là, finalement, c'est au genre humain de la déconstruire, de l'interroger en tout cas. Est-ce que c'est pas ça? Oui, mais je vous remercie beaucoup pour cette question. Je fais simplement une note en bas de page, parce que j'ai oublié, grâce à vous, Science et Mythe, pour dire que, avant la revue Le Genre Humain, il y a eu le gros volume que j'ai en effet édité comme éditeur, enfin comme responsable éditorial, qui était un volume dédié à Léon Poliakov, qui s'appelle Le racisme, mythes et sciences, qu'on trouve dans les bibliothèques, qui est épuisé depuis longtemps, je ne vais pas y revenir, mais qui est sorti quelques mois avant le numéro 1 du Genre Humain. C'est-à-dire qu'on trouve dans une note de mon introduction, Le racisme, mythes et sciences, l'annonce de la naissance du Genre Humain. Mais je vous remercie pour ce que vous avez désigné comme le racisme intelligent. Pourquoi? Bien après, longtemps après, 30 ans ou plus après la création de la revue Le Genre Humain, je suis tombé sur une phrase du philologue et du linguiste, surtout du philologue Léo Spitzer. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que mes amis de l'époque dans la revue auraient pensé, je me suis dit, c'était il y a une dizaine d'années, même pas, c'était 2013-2014, je me suis dit, si je devais aujourd'hui, en 2013, je me suis dit ça, 2014, si je devais mettre un exergue, proposer un exergue pour tout le travail, en tout cas pour ce qui me concerne, que j'ai voulu impulser dans la revue Le Genre Humain, je dis qu'il me concerne pour ne pas engager les autres membres de la rédaction dans ce que je dis maintenant, j'aurais mis cette phrase-ci, qui va exactement dans le sens de ce que vous venez de dire, en exergue à l'ensemble du projet, notamment la science face au racisme. Je cite Spitzer ici dans une traduction française que je vous propose. Il y a eu une traduction française chez l'excellent éditeur Lambert Luquin en 2013. J'ai le texte allemand que je vous ai apporté sous les yeux, on ne va pas faire un séminaire, je le dis directement en français. Écoutez bien, c'est quand les instincts bestiaux de l'homme, l'être humain, c'est quand les instincts bestiaux de l'homme ont la possibilité d'invoquer un prétexte scientifique qu'ils sont les plus dangereux. Car rien n'impressionne autant la bête humaine que la science. Léo Spitzer, si je vous dis en français le titre de ce volume, titre très hélas actuel, Traque des mots étrangers, haine des peuples étrangers, polémique contre le nettoyage de la langue. Sprachreinigung. Bon, ça c'est pour la citation. Ça veut dire quoi par rapport à votre question? Lorsqu'on a créé cette revue, et déjà dans ce que j'avais écrit dans Le racisme, mythes et sciences, pour Léon Poliakov, au fond, le raisonnement, un peu schématique et simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça, serait le suivant. Chaque société a besoin d'un peu de vérité. Comme on a besoin de pain et d'eau tous les jours, on doit se dire c'est... Or, la vérité fonctionne avec des divers systèmes de légitimité et de légitimation. Pourquoi quelque chose serait vrai? On va aller très vite, c'est schématique. Longtemps, la vérité a été une vérité au nom de ce qu'on appelle de la religion, d'un dieu, de diverses divinités, etc. Et puis, au XIXe siècle, on est passé à de la vérité au nom de la science. Et de la même manière, pour donner une autre image, que pendant longtemps, les peuples étaient guidés par un destin divin, au XIXe siècle, vous avez un switch rapide, qu'est-ce qui se passe? On passe du destin à la race. Ce n'est plus le destin qui va guider les peuples, c'est la race. Ce que je raconte dans Race sans histoire. Ce matin, pour celles et ceux d'entre vous qui ont lu ce 17 octobre 2001 le journal Le Monde, ils ont pu voir un article sur
ce qu'on appellerait aujourd'hui la sphère Zemmour, et je découvre quoi sous une citation qui lui est attribuée à Zemmour là, c'est qu'au fond, Zemmour, il se revendique non pas simplement d'Alexandre le Grand pour la conquête du pouvoir, mais d'Aristote. C'est-à-dire que Zemmour, vous parliez de racisme intelligent, pour se blanchir d'emblée, c'est la science, c'est Aristote auquel il fait appel. Donc, en effet, ce que vous venez de dire, cette lutte contre... C'est pas un racisme intelligent, même si j'ai pu peut-être écrire, peu importe la formule, c'est un racisme au nom de l'intelligence, c'est-à-dire au nom de raisons qui veulent se légitimer. Et quand Zemmour, aujourd'hui, fait appel à la science ou à la culture, voire à l'art, etc., ce sont des systèmes de blanchiment, ce sont des systèmes de légitimation. Et c'est vrai qu'il faut être très attentif à ça. Et la phrase, je vous la relis parce qu'elle est importante, qu'elle est peu connue et sans doute jamais citée, celle de Léo Spitzer, je dis pour les archives et pour le film que Christine Marcandier est en train de faire avec Dominique Brie pour Diacritique, que cette phrase se trouve dans Singulier pluriel, se trouve même à la page 96 et 97. Je l'ai noté pour vous simplifier la vie de Singulier pluriel. Je vous la donne. C'est quand les instincts bestiaux de l'homme ont la possibilité d'invoquer un prétexte scientifique qu'ils sont les plus dangereux, car rien n'impressionne autant la bête humaine que la science. Fin de citation. Et vous voyez bien que si vous étiez 2 siècles avant, vous auriez mis à la place de ça la religion. Il ne faut pas oublier, on parlait de droit et de justice, qu'il n'y a pas si longtemps, tout ce qui était du droit était du droit canonique. Alors j'aurais une dernière question, avant de céder la parole au public. Une question que je me suis posée en préparant cet entretien et que je ne vous ai pas posée auparavant, on n'en a pas discuté lors de la préparation de l'entretien, mais sur l'ensemble des numéros très riches, est-ce que vous avez sur l'ensemble de ces numéros un numéro qui vous tient particulièrement à cœur, ou un numéro, alors pour différentes raisons, qui a été plus difficile, on a parlé du masculin tout à l'heure, qui a été très difficile à mettre en place, un numéro dont peut-être la problématique vous a tenu plus à cœur que les autres et qui vous a peut-être plus durablement marqué. C'est comme un peu choisir son enfant préféré, voilà, ça revient un petit peu à ça. Ouais. Alors comme le genre humain, la revue comme la chose que nous habitons, tant bien que mal, comme vous savez, est un genre caduc. Je parle à titre personnel, je ne peux pas engager les membres de la rédaction dans ce que je vais dire maintenant. Je pense que la revue, je réponds dans un instant à votre question, la revue a été, le voulant ou ne le voulant pas, vraiment comme dans un film de Woody Allen, une revue qui est toujours entre 2 chaises. La plus militante des revues universitaires et la plus universitaire des revues militantes. Et je peux vous assurer qu'aucun des 2 publics n'y est venu après 40 ans. C'est comme ça. Alors, pour ce qui est des volumes dont je garde des choses de la revue, il y en aurait trop. C'est certain que les volumes avec les juristes sur Vichy m'ont marqué parce que je suis historien et je dis tiens, des juristes qui parlent de ça, c'est voilà, avec Dominique Gros et d'autres. Mais il y a certainement alors je vais vous répondre parce que vous me demandiez qu'est-ce que j'ai le plus aimé. Je vous répondrai, c'est pourquoi le genre humain, ce qui m'attriste le plus. Ce qui m'attriste le plus, c'est, par exemple, ce serait le volume numéro 26, Faut-il avoir peur de la démocratie, 1992. 1992, c'est le moment où on prépare, avec Umberto Eco et les autres amis, Yves Bonnefoy surtout, l'appel à la vigilance. L'appel à la vigilance, puisqu'on est au salon de la revue, et que l'IMEC est, par le biais en tout cas de Corpet et de Nathalie Léger aujourd'hui, un des fondateurs de ce salon, l'appel à la vigilance, c'est aussi le tout premier colloque à l'IMEC, où on trouve des photos avec Nathalie Léger et les autres qui étaient présents. Donc
je dis cela aussi pour les archives, pour qu'un jour quelqu'un aille mettre son nez dans cette caverne d'Ali Baba, à Limay, où on trouvera plus de choses que ce dont on aurait le temps de s'en occuper, parce que rien que pour l'appel à la vigilance, les archives sont d'une richesse énorme, pour la revue Le Genre Humain également. Donc faut-il avoir peur de la démocratie, qui est tellement capitale depuis l'affaire Trump et aujourd'hui ce qui se passe en France. Et quand je relis l'introduction que j'ai faite en 92, eh bien je suis très triste. Comment dire, on aimerait tellement se tromper. Je me souviens au moment de l'appel à la vigilance, je dirais aucun nom, d'avoir rencontré des gens qui se bagarraient contre moi et qui, après, m'ont dit, 5 ans après, tu sais, j'ai eu tort dans tout ce que j'ai écrit contre ton appel, tu avais raison. Et j'ai pris le bras de cette personne très connue et je lui ai dit, mais t'as rien compris. J'aurais tellement aimé me tromper. Me tromper, ça me fait aucun plaisir d'avoir eu raison. Et je vous dirais de la même manière, lorsqu'il m'est arrivé pour préparer la séance d'aujourd'hui de relire les 3 ou 4 pages d'ouverture de La science face au racisme, je suis très ennuyé, je suis historien. En principe, ces pages aujourd'hui devraient être caduques, ne devraient plus avoir aucun sens. Or, vous pouvez les imprimer en pleine page, je ne changerai pas une virgule. Et ça aussi, ça ne me fait pas du tout plaisir. Donc, je vous ai répondu à rebours. Pardon. Non, je vous en prie. Et écoutez, maintenant, je vais me tourner vers la salle. Si d'aventure, certaines ou certains d'entre vous avaient quelques questions à poser avec Maurice Hollaender, eh bien, il répondrait avec grande joie. Comme on dit toujours dans ces cas-là, commencer par la deuxième question, c'est plus simple que la première. Alors, deuxième question, une troisième peut-être, histoire de détendre l'atmosphère. Je vais quand même poser la 4e question. Ah, Je me demandais, en écoutant tous ces chants que à la fois la revue et la librairie du XXIe siècle ont traversé, toute cette question de l'interdisciplinarité que vous avez ouverte, je me demandais, au fond, en pensant à ton parcours particulier, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années, on va dire 80, 90, 2000, pour que une discipline qui a été ta discipline d'origine, c'est-à-dire et actuelle, de l'histoire de la pensée grecque, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, il y a eu, à partir de cette discipline, une sorte de laboratoire qui a permis de penser l'actualité, le temps présent, et je pense effectivement à la revue, à toi, mais aussi à Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne, Pierre Vidal-Naquet, bien d'autres. Qu'est-ce qui fait que cette discipline est devenue à ce moment-là une sorte de laboratoire? Merci Albert Dichy, c'est une question fondamentale. Je vais répondre de manière un peu pédagogique avec 2 ou 3 échelons. La première chose, c'est une chose très importante dont on parle à mots couverts aujourd'hui, mais pas assez, c'est l'autorisation que les aînés vous donnent quand vous êtes plus jeune. Moi, j'ai été éduqué en Altertumswissenschaft à l'Université libre de Bruxelles, entre l'épigraphie, la papyrologie, la numismatique, etc. Et je débarque à Paris, on est en 72-73, Vidal-Naquet, Vernant, Nicole Laureau, ils font quoi? J'arrive au séminaire de Jean-Pierre Vernant, à la 5e section de l'école des hautes études, sciences religieuses, avant le Collège de France. Je viens pour suivre un cours sur Oedipe, et il nous parle de quoi? Il nous parle de l'architecture soviétique dans les années 30, 40 et 50. Donc, c'est une autorisation énorme. Vidal-Naquet, il a fait quoi? Nicole Laureau, en me disant il faut faire un numéro sur politique de l'oubli. Tous ces aînés-là, pour moi, ont été des guides. En effet, plus que Poliakov, j'ai appris énormément de choses avec lui. Il faut quand même rendre un hommage énorme à cet homme dont le nom reste lié à l'histoire de l'antisémitisme. Oui et non, bien sûr, mais c'est lui qui a créé tous les colloques du CNRS qui étaient des réflexions
sur toutes les formes d'altérité. Là encore, de reprendre le gros volume Le racisme, mythe et science n'est pas un livre qui vise spécifiquement, alors qu'il est dédié à Poliakov, l'histoire des diverses formes, comme je l'ai écrit à l'époque, de l'anti-judaïsme. Ça concerne une réflexion critique sur toutes les formes de rapport à l'autre, à l'altérité, y compris à des altérités monstrueuses, mythiques, des chimères, etc. Donc, première chose, l'autorisation. Ensuite, c'est plus ennuyeux à répondre, parce que si, c'est enfin, sur le coup, je fais de la bibliographie. Je publie en 1978 un texte extrêmement technique sur un auteur gnostique du IIe siècle. Il n'y a que du grec et du latin. Et 1 an et demi après, je fais un texte sur les protocoles des chasses de Sion d'une manière très singulière, puisque là aussi, à rebours, je prends un petit jésuite belge qui a été le premier au monde à prouver d'une manière philologique, après le Times de Londres, que les protocoles étaient un faux. Ça, aujourd'hui, ça se trouve dans mon livre « Race sans histoire ». Donc, il y a d'emblée les deux, même sans que je ne m'en aperçoive. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, où j'essaye de terminer avec 50 ans de retard, le temps passe vite, un livre sur, en effet, un phallocrate impotent, qui a pour nom Priape, mais je me rends compte, rattrapé par les années, et je me rends compte à quel point ce sujet que j'abordais en 77-78, un peu comme certains titres de revues ou comme certains articles, c'était complètement invisible, parce que c'est vrai que quand Jacques Blanca nous parle aujourd'hui du masculin, ça paraît évident. Il faut dire que la présence, pour moi, de Colette Guillaumin, que Léon Poliakov m'avait présenté, et avec qui j'ai gardé toujours des liens, a été quelque chose de capital, parce qu'elle était très féministe, elle était auteure de questions féministes et de la revue Sorcière. On avait une très très belle et bonne entente intellectuelle, et c'est certain que, aussi concernant toutes les réflexions concernant le masculin et féminin, sa présence dans la revue dans la rédaction de la revue était capitale pour moi. Une anecdote parmi tant d'autres, c'est vrai que déjà à la fin des années 70 et au début des années 80, quand on préparait cette revue, je disais toujours, bien avant le numéro sur le masculin, je ne comprends pas pourquoi les hommes ne sont pas tous féministes. Ça, j'arrive pas encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Être féministe pour une femme, c'est un engagement qui peut lui coûter cher, à l'époque bien plus qu'aujourd'hui. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont à y perdre? Et en plus, comme je ne voulais pas, etc., ils ont en plus tout à y gagner, parce qu'ils peuvent même paraître séduisants et séducteurs en disant que c'est féministe, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais enfin voilà, je dois dire que j'étais éduqué dans une famille où un père qui était né avec le siècle, c'est-à-dire que en 1900, quand il était assis à table, il ne demandait pas qu'on lui apporte le sel ou le poivre ou le pain, il se levait, il allégeait. Vous savez, c'est ça la difficulté de la démocratie, c'est que la transmission, elle est dans cette espèce d'entre-deux et d'intersectionnalité qui est aussi l'interdisciplinarité du quotidien. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on doit rendre la salle... Mais le masque, Christine. Ah oui, pardon. Christine Marcandier. Oui, un jour dans un entretien, vous m'avez dit, parce que je vous posais une question idiote, qui était si vous aviez eu la possibilité d'éditer un livre que vous n'avez pas édité, lequel serait-ce? Et vous m'aviez répondu Maus de Spiegelman. Et aujourd'hui, on parle de revue, donc Le Genre Humain, qui est une revue... dont vous n'avez pas cessé de dire que c'était un échec, que ce n'était pas lu, etc. Mais on a bien vu avec les questions de Johan à quel point elle est évidemment importante. Quelle est la revue existante, du coup, je repose une question idiote, que vous aimeriez avoir éditée et pourquoi? Je vais répondre d'une manière très modeste, rêvée. Quelle revue? C'est-à-dire qu'il y a des revues avec qui nous avons beaucoup voisiné. Et c'est bon, parce qu'on se connaissait avec J.B. Pontalis, le psychanalyste, qui était quand même un homme de grande culture. Je veux dire, ce que tous les psychanalystes ne sont pas, mais ce qu'aucun disciplinaire n'est nécessairement. Et il a créé
si je ne me trompe pas à un an près, le temps de la réflexion est né en même temps que la revue Le Genre Humain. Et je me souviens qu'il a débarqué un jour et il m'a dit « Maurice, je suis très emmerdé que tu aies fait ton volume sur la vérité. » Je dis « Pourquoi ? Parce que nous, on l'avait inscrit à notre programme, ça fait rien, je vais faire un numéro qui va s'appeler Le Faux. » Bon, donc c'est certain que le temps de la réflexion, bon, mais avec quand même une grande différence, c'est qu'en effet, le temps de la revue Le Genre Humain a été une revue extrêmement, et est restée une revue très engagée. Le prochain numéro en 2022 est un numéro préparé par Vincent Duclerc, qui est la suite, je dirais, ou plutôt des compléments à son rapport sur le Rwanda. Il va intituler sans doute ce volume « Le génocide des Tutsis du Rwanda 1990-2022, un devoir de recherche, une recherche de vérité ». Il est en train, Duclerc, de préparer ça, ce sera le prochain numéro du journal. Je vous dirais que parmi les rêves, j'en ai un depuis quelques heures, vous voyez, ça va très vite, puisqu'on a parlé du poète Claude Royer-Journoux, il faut savoir aussi qu'il est l'auteur de gouaches magnifiques, qui sont connus, un certain nombre d'entre vous. Eh bien, si je trouve un partenaire, je serais ravi, lui ai-je écrit, de faire un volume de la librairie du XXIe siècle, sans aucun mot, ou à peu près, avec uniquement des gouaches de Claude Royer-Journoux. Merci beaucoup Maurice Hollaender de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien et merci au public de nous avoir écoutés presque religieusement.